Et la contemplation se poursuit alors qu'Esteban a vaincu son vertige. On le dit rapidement dans cet épisode. Ah tiens, je vois que t'as pas ton vertige, t'as plus ton vertige Esteban. Ça doit être parce que il est entré dans le Condor, c'est venu naturellement, un truc comme ça. Il essaie de donner une excuse à d'où venait son vertige au départ. Ça vient du fait que les habitants de Barcelone le surélevaient toujours à grande hauteur pour appeler le soleil dès son plus tendre enfance, et c'est peut-être le traumatisme de son enfance qui a fait ça. C'est intéressant de le dire rapidement, et c'est bien de faire référence au premier épisode, c'est très sympathique. Par contre, ouais, il dit juste, je lui ai passé comme ça. Voilà, le fait de piloter le Grand Condor, ça lui a complètement viré ça de sa tête. J'en sais rien, vous auriez pu faire quelque chose d'un peu plus significatif. Bref, il décide déjà de partir vers là où étaient les anciens occupants de la cité qu'ils ont trouvée, qui, d'après le quiproquo qu'ils ont découvert, doivent être partis vers les villes Maya. Voilà, un temple maya ou je ne sais quoi, donc ouais, ils en savent pas plus que ça. Et la première piste qu'ils suivent, c'est d'aller retourner voir le chef de la ville Inca, dans laquelle ils ont été quelque temps, pour demander de l'aide. En chemin, ils tombent sur le Condor de Zia. Je sais toujours pas son nom, et apparemment, je pense qu'on le verra plus du tout. Vu comme c'est présenté, quoi. Donc le Condor sert vaguement à leur indiquer la direction un peu précise de la cité, enfin de la ville qui le recherche là, parce que à nouveau, hein, ils sont pas non plus super doués pour se repérer au détail près. Et donc, ouais, en dehors de ça, vers la fin, on le verra juste se repointer plus tard rapidement en disant: hey, regardez, j'ai une famille. D'accord, mon condor chéri, va t'occuper de ta famille maintenant. Wouh. D'accord, bien. C'était histoire de dire, on va dire. Il n'a pas eu une grande utilité. Honnêtement, Pichu aussi, le perroquet de Tao, a pas une grande utilité à part servir de petite mascotte. Bon, ils essaient de lui donner un début d'utilité de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est surtout quelqu'un qui sert à faire légèrement le guignol. Hein, j'en parle pas de Pichou parce que c'est comme Sancho et Pedro la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire les guignols, ça n'apporte rien. Et si je devais reprendre chaque épisode où ils font des trucs de guignol qui n'apportent pas grand-chose et qui ne sont pas particulièrement drôles, eh ben je perdrais 1 minute par vidéo. Donc voilà, je dis rapidement, et Pichou, il est plus chiant qu'autre chose, il sert pas à grand-chose. Et comme face de singe et bégayeur, pareil, voilà. Voilà, tant que j'y pense, s'il y a des personnes qui se demandent: ah, mais qu'est-ce qu'ils pensent de Pichou? J'aime bien ce petit perroquet, ben moi pas, voilà. Il n'est pas affreux ou quoi que ce soit, mais... Donc, maintenant que c'est dit et que ça n'a quasiment rien à voir avec l'épisode en question, on va parler de ce qui se passe. Donc, en étant donc guidé par le Condor de Zia, il tombe sur l'armée de Gomez et de Gaspard, et qui ont fini de reconstruire le pont suspendu. Ah, donc ils n'étaient pas restés à rien faire pendant tout ce temps-là, ils ont bossé, ils ont reconstruit le passage pour leur permettre de s'en prendre à la ville des Incas. Et donc c'est très intéressant parce que voilà, Esteban veut les empêcher. Donc il arrive pile poil au bon moment pour redétruire le pont suspendu au moment où il y a des soldats qui transportent un autre canon dessus. Et donc Esteban y arrive à l'aide du Grand Condor en détruisant le pont, en passant à travers le pont avec. Ce qui donc fait tomber le canon en pleine mer de plus que 4 hommes. Et vu la grande hauteur que ça représente, ils sont morts, hein, ces hommes-là. Je pense que l'armée espagnole a 4 morts moins, là, c'est clair. Je sais pas, ça c'est un détail aussi, c'est pas grave, on est bien d'accord. On sent que ça n'ose pas aller trop loin dans le côté macabre de la chose, alors que oui, on est dans une période assez sombre où il y a du conflit qui génère obligatoirement des morts. Ça c'est clair. Et donc les morts, ils ont toujours tendance à mettre ça en scène de façon diluée. Voilà, mais elles sont présentes, mais elles sont vraiment diluées. Et je sais pas, je trouve qu'à certains moments, ça aurait pu être un petit peu mieux. On aurait pu mieux appuyer le poids de certaines morts. Là aussi, c'est pas particulièrement cet épisode-là qui me fait dire ça, c'est d'autres épisodes avant.
Et là aussi, quoi, je vois 4 hommes tomber à leur mort, c'est montré de façon très rapide, comme ça, très nonchalante presque, et c'est pas que c'était des gentils ou quoi que ce soit, c'était des soldats qui obéissaient bêtement aux ordres, mais voilà. Et Esteban vient de tuer 4 mecs, ça lui fait ni chaud ni froid. Je dis ça, je dis rien, quoi. C'est le truc, c'est le truc. Mais bon, ils ont quand même réussi à passer le pont, la plupart des hommes. Avant ça, on tombe sur le passage qui mène à la cité des Incas. Les Incas qui ne sont pas complètement crétins, ils se disent, ouais, on va boucher ce chemin-là pour pas qu'ils puissent entrer. Donc ça mène Gomez à vouloir faire exploser ça, étant donné qu'ils n'ont pas leur canon, ils vont utiliser de la poudre directement, ce qui fait une grosse explosion qui rend la cascade qui est devant multicolore. Oui, ça scintille de différentes couleurs. Je pense pas que ce soit réaliste. Je dis ça, je dis rien. Je pense pas que ce soit réaliste. Et donc ça libère le passage, mais l'explosion a été si forte que ça fait s'effondrer tout l'endroit. Vraiment, tout le coin finit par s'effondrer, il y a l'eau qui jaillit de partout, ça entraîne tout le monde, y compris Gomez et Gaspard, qui vont clairement survivre. Je veux dire, ils sont increvables ceux-là, ils resteront jusqu'à la fin de la saison 1, grand minimum, c'est sûr. Donc oui, c'est intéressant de voir que c'est leur propre violence qui les a amenés à déchanter, à mordre la poussière, entre guillemets. C'était très bon ça, d'autant plus que ça mettait bien en scène pourquoi le Grand Condor pouvait pas participer cette fois, pouvait pas les empêcher de quoi que ce soit, c'est parce que c'était pas accessible, donc c'était un bon moment, j'ai beaucoup aimé ça, hein, avec Gomez et Gaspard qui sont pris dans leur propre violence à eux. Très bon moment. Ensuite, Esteban se rend auprès donc, de la cité qui, maintenant que ce passage est complètement détruit, que tout est sous les flots à côté, n'a plus aucun accès envers quoi que ce soit. Donc ils vivront ici sans que plus personne ne pourra entrer ou quitter la cité. Donc ouais, c'est un peu sévère. Je sais pas, il y a certaines personnes qui vont peut-être découvrir le monde, elles pourront pas. Est-ce qu'ils ont assez de récoltes par eux-mêmes pour s'en sortir dans le coin? Ils seront obligés d'être consanguins au bout d'un moment, étant donné qu'ils vont vivre que au sein de cette cité-là. Et alors qu'on y pense, ça implique pas mal de choses un peu discutables. Néanmoins, oui, donc ils sont libres de la guerre contre les Espagnols et ne pourront plus être attaqués. Donc c'est à court terme, c'est une bonne chose pour eux. Ils sont rejoints par Esteban et compagnie qui leur demandent s'ils savent quelque chose sur la cité Maya où devait se rendre donc la population de la fausse cité d'or qu'ils ont trouvée. Et ils demandent à un vieux sage qui, extraordinairement, ne sait pas. Il y a le vieux sage du coin, je n'y connais pas très bien en Maya. Par contre, je sais quand même un truc. Je sais qu'il y a une personne précise qui sait ce que c'est, et cette personne, oh mon dieu, grande surprise, coïncidence, c'est ton père, Zia. Oh on n'expliquera pas comment, je sais qu'il s'est rendu à une certaine fontaine sacrée à un moment donné, donc c'est là que vous devriez vous rendre. Scénario, en avant. C'était une narration un peu facile, mais bon, ça passait bien. Et puis, je suis assez impatient de découvrir enfin la famille de Zia, et je suis sûr son passé qui va avec. Qu'est-ce qu'il a amené à Barcelone à nouveau? Excusez-moi d'insister là-dessus. Voilà, ça, donc c'est assez intéressant. Ça, il reste un petit moment très rapide. C'est un petit peu dommage. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est assez dommage qu'on ait passé autant de temps à montrer la contemplation autour du Grand Condor, tout le passage avec Gomez et ses hommes qui a tendance à s'étendre un chouïa, je dis bien un chouïa, trop pour tenir la durée des 20 minutes, alors que tout le passage où il reste. Il me semble, j'ai l'impression en tout cas, pour la dernière fois dans ce village Inca où ils ont passé une certaine partie de leur temps, que vous rendiez ça aussi rapide. Ça m'embête un petit peu. Parce que voilà, il y avait moyen de faire quelque chose de sympathique où Esteban et compagnie disent au revoir aux garçons, aux enfants qu'ils ont rencontrés dans un épisode précédent, ça aurait été cool ça, non, ça va un peu trop vite malheureusement. C'est dommage, on aurait pu passer un petit peu plus de temps là-dessus, un petit peu moins de temps sur certains éléments avant et un peu plus de temps là-dessus pour montrer cet au revoir-là.
Néanmoins, donc voilà, direction la fontaine sacrée de je sais pas quoi, excusez-moi, je retiens mal les noms, où Zia retrouvera enfin son père. Et ça peut promettre de bonnes choses. Ça se termine sur eux qui partent en direction du soleil levant pour retrouver cette personne et en apprendre plus sur les cités mayas, etc. Et trouver peut-être enfin une cité d'or. Suspense, tout ça, à nouveau, hein, ça évolue toujours aussi bien, c'est toujours assez prenant, personnage bien géré. Et comme d'hab, j'attends de voir ce qui se passe par la suite. À bientôt pour l'épisode 21, bye!